Le coup d'État raté du 15 juillet en Turquie a donné lieu à une purge massive au sein de l'État turc. À ce jour, 40 000 personnes ont été arrêtées ou incarcérées, 100 000 fonctionnaires relevés de leurs fonctions, 4 600 soldats mis à pied et une trentaine de maires remplacés. Donc, de quoi vraiment renforcer plus que jamais l'idée qui circulait déjà que le régime du président Recep Tayyip Erdogan se durcit et devient de plus en plus autoritaire. Donc, qu'en est-il en réalité des ambitions politiques du président Erdogan? J'en discute aujourd'hui avec Kemal Kirisçi, qui est chercheur senior et directeur du projet Turquie à la Brookings Institution, un think tank bien connu à Washington et qu'on est très content d'avoir sur notre plateau aujourd'hui à Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Peut-on en effet considérer cette purge-là comme le symptôme réel d'ambition autoritaire de la part du président Erdogan? C'est déjà depuis un moment qu'il y a une discussion que le président, qui était avant le Premier ministre de la Turquie, depuis 2003, et que beaucoup de gens s'inquiètent que Erdogan est en train de devenir plus en plus autoritaire. Mais ce qui s'est passé au mois de juillet, c'est un petit peu comme un tremblement de terre. Et il continue d'avoir des petits tremblements de terre. Et pendant cette période de transition, Erdogan, malheureusement, donne une impression qu'il devient d'un plus autoritaire dans sa façon avec laquelle il gère les conséquences de ce tentative de coup d'État en Turquie. Oui, parce que ce qui a frappé, c'est la rapidité avec laquelle la purge s'est opérée. Très rapidement après le coup d'État, les personnes ont été limogées une après l'autre, très rapidement, ce qui donnait l'impression qu'il y avait un plan qui n'attendait qu'un prétexte pour être mis en branle. C'était pas tellement un prétexte, mais depuis début 2012, une guerre avait éclaté entre Erdogan et ses anciens alliés, qui est connu en Turquie comme les Gülenistes, ou bien un autre mot qui est très courant, c'est le Cemaat. Ça veut dire la communauté, ou bien le secte. Et de cet imam Fethullah Gülen, qui est exilé aux États-Unis. Exactement, oui. Et puis, ils étaient des alliés depuis déjà plusieurs années. Et ils étaient des alliés un petit peu contre l'établissement, disons, turc, classique, traditionnel de la République, avec le militaire qui se trouvait juste au milieu de cet établissement. Comme gardien de la laïcité. Exactement, premièrement, et aussi son orientation vers l'Ouest. C'est la laïcité et l'orientation vers la modernité, disons. Mais en 2002, le Cemaat, ou bien la communauté, a voulu interpeller le directeur des services d'intelligence de la Turquie. Et c'est là qu'une guerre a commencé. Et la guerre a attendu son sommet en décembre 2013, quand il y a eu ces accusations de corruption vers Erdogan et certains ministres de son cabinet et leurs familles. Mais l'éclatement de la guerre était précédé par des indictments, comme on dit des accusations qui étaient mises en place contre plusieurs membres du militaire, des généraux, inclus le chef de l'état-major de ces années-là. Et ces accusations ont donné deux grands cas qu'on appelle en Turquie Ergenekon et le deuxième en anglais Sledgehammer. Entre-temps, les cours ont bien établi que ces accusations étaient basées sur des accusations fausses. Et ces militaires et plusieurs procureurs étaient libérés. Et
ce qui s'est passé entre-temps, disons 2013 et le cas de le coup, c'est que le gouvernement turc avait commencé déjà à purger les membres du Cemaat dans le militaire et aussi dans la bureaucratie turque. D'accord, donc ça précédait le 15 juillet. Oui. Mais justement, Erdogan accuse les Gülenistes, Fethullah Gülen, d'avoir monté un État parallèle, d'avoir infiltré toutes les branches de l'État turc. Pas toutes les branches, mais des branches critiques. Mais militaires, est-ce que c'est fondé police, comme accusation? Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Je pense qu'en Turquie, il y a un consensus sur ça. Sur ça. Peut-être pas les détails. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent proches du Cemaat, qui essayent de séparer un petit peu le Cemaat, disons le cœur du Cemaat, et puis ce État parallèle. Mais beaucoup de gens pensent qu'il y a une forte superimposition entre les deux. Sauf que là, on voit que les cibles d'Erdogan, si on veut, dans la société civile ou dans les médias, par exemple, semblent dépasser le cercle des Gülenistes, la Cemaat. Est-ce que ce n'est pas un autre signe qu'effectivement le pouvoir d'Erdogan va au-delà empiète au-delà des Gülenistes? Oui. Il y a des accusations dans le média et puis du côté des partis d'opposition que plus en plus il y a beaucoup de gens qui ne sont pas associés, qui sont connus de ne pas être associés avec le Cemaat, souvent à cause de leur identité ethnique ou bien religieuse, mais politique aussi, qui se fait prendre par les autorités ou bien qui se fait purger de leur position. Mais je dois aussi reconnaître que dans le Parlement et puis dans les rangs du gouvernement et même de Erdogan, il y a une reconnaissance de ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le sens qu'il reconnaît que les choses sont allées trop loin et qu'il faut commencer de faire attention, particulièrement parce qu'il pourrait avoir des conséquences politiques chères pour eux-mêmes. Donc, au lieu de se radicaliser ou de devenir de plus en plus autoritaire, on remarque par ailleurs une certaine forme de modération. Par exemple, un bon exemple concret que je peux vous offrir, c'est que le ministre des Affaires étrangères, la semaine passée, a eu des entretiens avec le Conseil d'Europe qui survit ces développements très prochement. Mais on doit voir encore si ces choses-là vont quand même se transformer en des actions. Et puis, un deuxième développement important, c'est qu'il y a une pression d'ouvrir les cours, donner aux cours la possibilité d'investiguer ces accusations-là. Mais c'est trop tôt pour passer un jugement. Jusqu'à maintenant, Erdogan semble avoir profité, auprès de l'électorat turc, auprès des Turcs, semble avoir profité énormément de ça. Donc, il n'est pas en fracture ou en rupture avec la population. Il semble y avoir une majorité qui le suit. Les sondages démontrent que sa popularité, qui était plutôt vers les élections, autour de 49, 50, 51% des votes, a augmenté à 60, 62, même 68% dans les sondages. C'est pas la même chose quand même. Oui. Et est-ce qu'il y a en ce moment une opposition capable, si on veut, de confronter ou justement de s'opposer à certaines mesures d'Erdogan, ou le contexte politique actuel, en ce moment, fait que Erdogan a les coups des franges? Oui. Une des grandes faiblesses du système politique de la Turquie, c'est tout juste précisément ce problème, qu'il n'y a pas une opposition capable de s'exprimer, de s'organiser et de présenter au public une vision alternative pour s'en sortir des problèmes que la Turquie
est en face. Donc Erdogan n'est pas inquiété du tout. D'une certaine façon, il est assez libre d'aller de l'avant avec son projet. Et justement, ça pose la question, ultimement, vous parliez de vision, quelle est la vision d'Erdogan? Comment voit-il la Turquie dans 5-10 ans? C'est quoi son projet avec tout ça? Il y avait une vision d'Erdogan qu'on doit reconnaître, était une vision où son parti, clairement, nettement et conclusivement, voulait voir la Turquie dans l'Union européenne. Mais malheureusement, on n'a pas le temps pour rentrer dans les détails ici, malheureusement, les choses sont parties dans une direction complètement différente. À partir de quand, à peu près? Je dirais à partir de, même déjà 2005-2006. Ah, ça fait déjà 10 ans. Il était au pouvoir tout juste depuis 2 ans ou 3 ans. Mais les choses sont devenues beaucoup plus visibles. Je dirais vers 2010-2011, une fois qu'il y a eu le printemps arabe. Là, il y a eu une transformation très importante et Erdogan et son parti a commencé de voir une Turquie qui est beaucoup plus orientée vers le Moyen-Orient, vers ailleurs. Et vous connaissez, je pense déjà, l'amitié qu'il a eu avec, ou bien développée avec Vladimir Poutine en Russie. Oui, malgré un petit accroc récemment. C'était une vision aussi pour la 100e anniversaire de la République en 2023, où il aurait voulu voir avec son ancien ministre des Affaires étrangères, le professeur Ahmet Davutoğlu, une Turquie qui est un acteur global, un petit peu indépendante, et qui entretient d'influence et même du pouvoir. Bien sûr, entre-temps, les choses ont tourné très mal. On tournait très mal en Syrie, on tournait très mal dans la région en général, même au nord aussi, et avec la crise de la Crimée et l'Ukraine, et même aussi en Géorgie, par exemple. Et je pense, c'est mon avis, disons, privé, personnel, que maintenant la Turquie a perdu d'orientation. Et nous rentrons dans une période difficile où on va voir quelle direction la Turquie va reprendre. Raison de plus pour suivre de près ce qui se passe. Mais merci infiniment, M. Kirici, pour toutes ces balises, ces explications. C'était fort intéressant. Merci d'être passé sur notre plateau et bon séjour à Montréal. Merci, mon plaisir.